On va commencer doucement pour pouvoir rester quand même dans nos oreilles, dans nos horaires, pardon, pour cet après-midi. Je veux aussi mentionner on a une petite équipe en direct du Café Anthropo à l'UDM, donc où ce matin on avait une petite dizaine de personnes qui suivaient aussi le colloque de là-bas. Donc, merci à tous et à toutes de vous être connectés pour cette conférence dans le cadre du colloque annuel du département d'anthropologie. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir virtuellement Madame Francine Saillant cet après-midi, professeure émérite au département d'anthropologie de l'Université Laval, qui a eu de nombreuses casquettes dans sa carrière, dont directrice du CELA, le Centre de recherche sur les arts, culture et société, et la revue Anthropologie et Société, et qui a publié de nombreux ouvrages sur divers thèmes de l'anthropologie et qui aujourd'hui va nous présenter une conférence intitulée Entre anthropologie et artivisme et qui va questionner un petit peu ce rôle de l'anthropologue, le scientifique, l'artiviste au travers de plusieurs projets dont elle va nous parler. Juste pour vous mentionner à tous et à toutes que vos micros et caméras ont été coupés, mais au moment de la discussion, vous pourrez lever la main, on pourra vous donner la parole. Vous pouvez aussi à tout moment écrire une question dans le chat ou sur le QNR. Et puis, nous, on se chargera de transmettre vos questions à la fin de la conférence pour la séance de discussion qui sera animée par Monsieur Bob White, professeur au département. Madame Saillant, je vous donne la parole. Merci beaucoup de cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer au sujet de l'anthropologie dans ce département et pour la première fois d'ailleurs. Alors, je vais vous parler d'activités, d'engagement, de recherche et aussi de recherche-création euh, telles que je les ai initiées depuis quelques années. La demande qui m'a été faite de votre part m'a permis de faire un peu de ménage, j'ai envie de dire, dans toutes ces actions. Bob me demande souvent, mais tu fais beaucoup de choses et puis parfois je me dis, les gens peuvent penser que ça s'en va dans tous les sens. Je sais que non, mais parfois de les rassembler, ça aide un petit peu à en voir les éléments structurants. Et pour préparer cette conférence, je me suis rendu compte que il y a des questions de méthode qui ressortent. Il y a des questions de format de travail et il y a aussi tout un thème qui s'appelle celui de la flexibilité dans le processus de recherche. Certains appelleraient ça continuité. Moi, j'aime bien parler de flexibilité et en particulier aussi autour des formats. Alors, j'ai choisi de vous présenter différents projets dans lesquels je me suis engagée ou je suis toujours engagée en fonction du temps qu'on aura. J'aurais aimé vous présenter des vidéos, mais j'ai choisi une formule peut-être un peu plus classique qui va permettre de donner, si on peut dire, plus de contenu pour vous, je pense, et aussi plus de possibilités pour l'échange. Je prends quelques minutes ici pour maintenant, on est en partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne? Je m'adresse aux gens qui Oui, aident ça à la. fonctionne. C'est bon? C'est Alors bon. voilà. Donc, ici, je partage quelques images pour vous dire que pendant quelques années, sinon plusieurs années, j'ai travaillé beaucoup à la, je dirais, à figurer le visage humain, les marges de la société, la différence et aussi ce que j'appelle l'incomplétude, ce que j'appelle l'imperfection du genre humain, et ce que j'appelle aussi les doubles que nous sommes tous parce que nous vivons avec une image, mais nous amenons avec nous des couches extraordinaires de diversité sans toujours les assumer. Alors, ces modes de représentation qui sont les miens, je voulais simplement faire un clin d'œil à vous tous pour vous dire que l'artiste que je suis aussi, même si j'ai publié plus que 30 livres maintenant, je ne sais combien d'articles et tout ce qu'il faut pour avoir l'air d'une scientifique, n'a jamais été capable de sortir d'elle-même puisque je suis les deux et j'aime bien incarner ces postures.
Maintenant, je me paye le luxe. Hein, c'est vraiment un luxe de pouvoir articuler toutes ces choses, de les réfléchir et artistiquement et anthropologiquement. Un des projets qui a été très porteur dans cette histoire, ça a été le projet intitulé Interreconnaissance. Ici, vous voyez la couverture de ce livre qui comprenait une bonne partie des résultats de la recherche dont je vais vous parler. Alors, sans plus tarder, j'y vais maintenant sur cela pour vous parler au fond de cette équipe hein, qui a constitué pendant un certain temps, durant toutes les années 2010, la mémoire de l'avancée des droits de la personne au Québec chez des groupes minorisés. Hein, et depuis la restitution des acteurs communautaires et de mouvements sociaux auxquels ils ont participé des années 60 jusqu'au printemps érable. Une année mémorable d'ailleurs qu'on est en train de revoir par la photographie, c'est le témoignage. On s'intéressait par des entretiens vidéo et des traces matérielles détenues par les témoins qui avaient été au cœur des mobilisations à ce qu'ils nous proposent au fond leur interprétation de l'avancée des droits. Et on a fait ça dans plusieurs secteurs. On l'a fait dans le secteur de l'immigration, mais aussi dans le secteur du handicap, dans le secteur des femmes, hein, on parle d'action communautaire, dans le secteur de la santé mentale, dans le secteur LGBT et aussi du côté des actions artistiques transversales qui finalement rejoignaient l'une ou l'autre des causes ou toutes à la fois. Alors, à travers une banque d'objets photographiés, numérisés, à travers des témoignages, avec une vingtaine d'étudiants et de chercheurs spécialisés dans chacun des domaines que je viens de nommer, on a fait ce travail pendant plusieurs années, reconstruire une mémoire sur une aussi longue période avec, en considérant les différents secteurs. C'est vraiment un travail de très longue haleine et ça exige une certaine abnégation de la part de chacun des chercheurs qui doit dépasser sa compétence pour aller vers l'autre. Et là, on parle de champ de recherche. On a fait toutes sortes d'activités, bien sûr, des colloques, des séminaires, des journées d'études, ce qu'on fait habituellement. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'au moment de faire le livre, et on avait des opportunités pour une exposition, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'au fond, juste de faire un livre qui va circuler beaucoup dans les milieux communautaires et les milieux, disons, qui s'intéressent à l'avancée des droits de la personne, est-ce que, au fond, ça fait l'affaire? Et là, on avait en tête, et moi, ça faisait partie du projet depuis son point de départ, de pouvoir amener une exposition hein, pour partager les contenus de tout ça et aussi faire don des archives aux archives nationales. L'exposition a eu lieu, je vais vous en parler, et le don des archives est en cours, ce qui n'est pas une petite chose en passant, pour qui s'y risque. Il faut dire que la motivation des participants, hein, des acteurs communautaires à venir avec nous a été très grande, notamment parce qu'ils étaient dans une posture de donner aux plus jeunes cette mémoire, aussi la partager, aussi même la déposer quelque part pour qu'elle ait une quelconque existence. À propos de l'exposition, on a eu la chance de collaborer avec l'Écomusée du Fier-Monde, un musée citoyen qui est ouvert au milieu communautaire et qui a été un complice absolument extraordinaire. Cette exposition a aussi été itinérante, c'est-à-dire que nous avons été aussi dans 4 autres musées au Québec entre 2018, année de la publication du livre, et 2020. Mais on se posait encore une fois la question, est-ce que les gens vont venir? Parce que si on parle de personnes en situation de handicap, si on parle de personnes immigrants première génération, ne parlons pas le français. Si on parle de personnes neurodiverses, est-ce que ces gens-là vont venir voir une exposition qui touche les droits, qui est quand même un secteur plutôt austère hein, de la vie sociale? Alors, on s'est demandé, est-ce que ça allait le faire? Et là, avec l'Écomusée, on a développé un projet de recherche pour faire une expérimentation rendant plus digeste et accessible l'exposition en tenant compte des barrières culturelles, des barrières linguistiques, des barrières liées aux problèmes moteurs de certains, les barrières affectives aussi. Alors, on s'est demandé comment finalement on pourrait améliorer la présentation, l'exposition, le contenu qu'on avait là et faire des visites guidées, orientées sur les intérêts des groupes,
mais aussi des visites très adaptées pour des gens pour qui ces contenus-là sont vraiment très peu accessibles pour différentes raisons. Alors, ça nous a amené avec Ève Lamoureux, avec qui je travaille. J'ai travaillé pendant plusieurs années et dans le premier projet et dans celui dont je parle, qui est politologue et professeur en histoire de l'art, à concevoir une action de médiation qui allait permettre à ce que ces publics plus, disons, pour qui tout ça est moins accessible, à venir et même à venir enrichir l'exposition et à y participer. Donc, le format, ça a constitué en deux choses. Ça a constitué en, effectivement, ces visites guidées. Notamment, on a remarqué à quel point les visiteurs s'arrêtaient à une œuvre, parce qu'il y avait aussi des œuvres, j'ai parlé du secteur artistique tout à l'heure, qui s'appelait le filet de sécurité sociale, et que ces œuvres, finalement, cette œuvre-là arrêtait tous les participants qui la commentaient, comme si, en quelque sorte, cette question de la métaphore de la pauvreté liée au filet de sécurité sociale parlait beaucoup aux gens. Mais aussi, on a introduit un dispositif de dessin participatif qui permettait à des personnes, deux par deux, de se dessiner mutuellement sur une vitre sur laquelle était posée une acétate, on va dire ça comme ça, et chacun se dessine, mais dessine l'autre. Et ça donne, quand on reprend les dessins, qu'on les sort du dispositif transparent, ça donne un troisième dessin, qui est le dessin de la rencontre. C'est assez déstabilisant comme expérience, mais extrêmement intéressant. L'idée ici, c'était de faire advenir la question de l'interreconnaissance, de la faire travailler métaphoriquement par cette activité de dessin participatif, mais en même temps, en bout de piste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé lors du dévernissage de l'exposition tous ces dessins en invitant les participants à y venir. En même temps, ceux-ci nous ont apporté beaucoup d'informations sur les difficultés liées à ces visites. Ils ont enrichi les contenus de l'exposition par leurs commentaires et on a pu aussi valider toute une série de procédures et de processus, puisque tout ça, ça s'inscrivait dans un processus de recherche. Alors, on a fait cela et en se disant, au fond, l'exposition, elle devait envoyer le message de la reconnaissance des personnes, comme nous l'avions fait dans la recherche, mais aussi le message de l'interreconnaissance. Donc, on a mélangé les groupes. Les groupes, ce n'était pas seulement des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation d'immigration séparément, mais les gens étaient invités à venir, quelle que soit finalement leur appartenance à l'un ou l'autre des secteurs, de manière à ce qu'il y ait aussi de la rencontre au moment des visites. Alors, donc autour de l'activité artistique, j'en ai parlé, ça a été aussi un très grand succès et on dirait que les gens, face au contenu complexe qui est celui des droits, pouvaient vivre quelque chose qui à la fois était de l'ordre du droit par le travail de reconnaissance qui s'y levait, en quelque sorte, et en même temps, il vivait quelque chose de ludique et de vraiment plaisant. On a aussi déplacé cette exposition hors les murs. On est allé vers les milieux communautaires dans des contextes où des personnes avaient beaucoup plus de difficultés. Je vous montre ici quelques images. Là, ici, bon, ça, on a fait un guide qui est disponible sur le web si vous y intéressez. Et voici des images de l'activité de médiation qui s'est passée à l'Écomusée du Fier-Monde. Mais voici ici le dispositif avec une personne qui dessine avec un bandeau sur sa tête et un crayon, n'est-ce pas, qui prolonge ce bandeau. Là, c'est moi qui est là, devant. Et vous avez ici, dans ce cas, un autre cas d'interaction qui était très présente dans cette activité et un autre encore. Donc, cette activité de dessin était à la fois de l'ordre du ludique, de la détente, mais aussi un moment d'échange au sujet des questions de discrimination et de reconnaissance. Alors ça, c'est la première expérience. On pourrait en parler très longtemps parce que c'est un projet qui, en plus, se continue actuellement sous une autre forme, mais je ne vais pas le faire pour passer à une autre expérience. Et vous allez saisir à quel point toutes les expériences dont je vais parler ont un lien commun, mais je ne le dis pas tout de suite.
Alors, une autre expérience que Bob connaît bien, Bob qui est avec nous aujourd'hui, Bob White, donc donc j'ai appelé ça ici une expérience qui touche et le commissariat, donc lié à l'exposition, et la médiation. Donc, on parle du projet Les Villes d'à côté, qui, tout à la suite de la première partie du grand projet Interreconnaissance, j'ai eu envie de faire ce projet qui rassemble finalement qui avait pour but d'aller à la rencontre de jeunes venant de quartiers euh, marginalisés dans 4 villes du monde, soit Paris, Rio de Janeiro, Port-au-Prince et Montréal, dans des quartiers identifiés comme marginalisés. Par exemple, à Montréal, on parle plus de Montréal-Nord et de Saint-Michel qu'on parle, disons, des quartiers plus bourgeois. Alors, on a fait un travail qui nous a amené à marcher des quartiers avec des jeunes. On a fait de la photographie commentée avec eux. Ils ont pris eux-mêmes des photographies de leur milieu. Ils ont aussi participé à des ateliers de dessin participatif au sein desquels on les a amenés à dessiner leur milieu, à prolonger leur expérience de marche et d'accompagnement de nous, l'équipe de recherche, et à poursuivre l'échange, la discussion. Et tout cela était au fond une forme d'entrevue de groupe aménagée pour des jeunes qui préfèrent des formats peut-être un petit peu plus ludiques. Alors ici, quelques images. Là, ici, on est à Montréal. Ici, on est en Haïti. Là, on est du côté droit à Rio de Janeiro. Et voici, on a fait une exposition virtuelle de tout cela que vous trouvez sur Internet qui s'appelle Les Villes d'à côté. Et voici des exemples de dessins que les jeunes ont faits. Et voici ici, on a retrouvé avec tout le matériel, soit ici dans ce cas 70 dessins, de très nombreuses photos, de chacun des sites, de chacun des milieux, des commentaires autour de ça, beaucoup de dessins commentés directement sur les images. Et 4 thèmes sont ressortis. Un premier qui était les ambiances urbaines. Et dans les ambiances urbaines, on a beaucoup voulu dire, les jeunes ont voulu nous dire comment ils vivent finalement dans un milieu bien plus normal que tout ce qu'on dit à propos de ces quartiers marginalisés, en particulier en provenance des élites et en provenance de la ville-centre et en provenance des médias. Mais ils ont voulu nous parler aussi beaucoup de discrimination et de préjugés en insistant sur le fait qu'ils sont peu connus, mal connus, que le regard qui est porté sur eux est tordu, au sens propre comme au sens figuré, et que cela est blessant et contribue à la discrimination, mais qu'en soi aussi, toutes sortes d'autres actions de discrimination sont conduites à leur égard, qui vont s'appeler le profilage racial, qui vont s'appeler les différentes autres choses que vous connaissez. Alors, un autre thème qui est apparu aussi, c'est celui de, je vois qu'il y a un thème qui n'est pas là, que je ne vois pas là. Un, deux, bon, j'ai une petite diapo qui a l'air d'avoir sauté, alors toute mon excuse, mais je vais vous la dire. Alors, la troisième thème, c'était celui de la beauté. Donc, ce qu'on a voulu dire ici, c'est que on a insisté dans les photographies, dans les images, à ce qu'on voulait mettre en évidence que la beauté se trouvait aussi dans ces milieux. On a parlé du droit à la beauté, du droit, dans le fond, de vivre dans des environnements, la beauté étant égale ici au respect des communautés, des populations, des individus, et aussi l'accès à l'art. Sans doute parce qu'on faisait une activité artistique, ça venait chercher un petit peu ce côté-là, et on a été très surpris de voir apparaître cette question. Puis un point qui est arrivé, le quatrième thème, c'était vraiment le désir de transformation et d'agir. Il faut dire que les jeunes étaient tous impliqués plus ou moins, étaient tous impliqués plus ou moins dans des activités engagées dans leur communauté. Donc, on voulait aussi, c'était notre désir, avoir des jeunes pouvant témoigner, avoir un certain recul par rapport à leur milieu et pouvant en faire l'analyse critique. Donc ici, juste pour vous dire qu'au fond, ce projet, vous avez toutes les informations sur le site web qui vous permet d'en savoir plus. Mais ce qui est fort intéressant ici pour vous, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a un projet dans lequel
finalement, on avait une activité de collecte de données au sens fort, quand on parle d'anthropologie, d'ethnographie. Oui, c'était des terrains courts parce que c'était fait dans l'intention de pouvoir aller plus loin ensuite et de faire un projet plus large. Pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas eu lieu. Mais l'exposition qu'on avait promise a eu lieu et au moment où on se parle, il y a une publication qui s'en vient, qui s'appelle Les villes d'à côté, qui va être disponible dans 2 à 3 semaines, qui est sous presse maintenant. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? C'est qu'on a prolongé finalement le contenu de recherche présent dans l'exposition. On a utilisé le site web, on a utilisé tout un processus de réflexion, de données qu'on avait laissées de côté pour le site web, et on a approfondi nos analyses pour en faire le livre qui est là. Donc, on a ici un travail qui à la fois relève de la recherche du terrain, de la rencontre des personnes, mais avec des moyens qui s'appuient sur l'art, s'appuient sur des techniques finalement qui touchent aussi la médiation culturelle. Et en plus, on travaille à connecter finalement les communautés en créant cet espace virtuel qui rend finalement les résultats disponibles. Puis en plus, on a prolongé cette recherche récemment en faisant cet ouvrage-là. Il y aura une exposition en présentiel. Et il semble que l'exposition sera présentée à Montréal, peut-être à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges. En fait, c'est en discussion actuellement, mais aussi dans les autres villes, puisque les jeunes, certains, sont très preneurs pour ça et on a des formats légers pour être capable de faire circuler ça. Alors, ça ici, on fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'abri a eu une certaine place dans ce projet, mais aussi principalement le CIDICA, donc le centre qui est dirigé sur la culture afro-caribéenne, afro-canadienne et tout ça, là, un nom très long. Le CIDICA qui est dirigé par Franz Voltaire, que bien des gens connaissent. Alors, c'est un deuxième projet, un deuxième type de projet. Un autre concerne la vidéo. Donc, je suis aussi vidéaste à travers tout ça. Et je voudrais vous parler quelques minutes du projet Créateur de liens, qui était un projet qui est né suite à ce qui s'est passé à la Mosquée de Québec. Pas besoin d'expliquer ce que c'est. Donc, cette histoire horrible. Et moi, je me pose une question comme citoyenne, qu'est-ce que je fais là-dedans? À ce moment-là, je fais un travail pour l'UNESCO, je pleure chez moi, je suis désespérée. Je me dis, faut que ça change. Que peut-on faire? Et comment aussi soutenir la transformation du visage de l'immigration? Est-ce qu'il y a moyen finalement d'améliorer les choses dans une petite ville? J'insiste ici, Québec, qui a parfois mauvaise presse aux yeux des Montréalais et de certains quartiers montréalais, Québec n'est simplement qu'une ville de 600 000 habitants, n'est pas une ville comme Toronto, Vancouver, Montréal. C'est une démographie qui est tout à fait différente, avec une histoire aussi particulière, puisque Québec n'était pas considéré comme une région. Hein, il y a une vingtaine d'années. Et Québec est devenu comme une région comme une autre. Ça a blessé beaucoup de monde, ça. Et ça a créé un drôle de climat qui parfois se répercute dans certaines radios poubelles dont vous avez entendu parler et qui énervent tout le monde. Sauf ceux qui les écoutent, mais c'est quand même pas la majorité. Et puis, on a dans ce contexte-là des médias qui ne sont pas favorables à l'immigration, mais ils ne sont pas favorables non plus aux femmes, ils ne sont pas favorables aux gays, ils ne sont pas favorables à tout ce qui dépasse un petit peu leurs mauvaises oreilles et leur manière de s'exprimer au sujet de ces personnes-là. Alors, comment faire quand on est un intellectuel dans la cité, ce que je me considère, comment agir? Et moi, j'avais le moyen de la vidéo et j'ai convaincu la Ville de Québec de me soutenir pour créer des portraits d'artistes immigrants. Pourquoi des artistes? En fait, je me disais, et là, vous m'excusez, je vais tourner les coins ronds puisqu'on m'a dit qu'il fallait vraiment pas que je parle plus que 40 minutes. Alors, je me dépêche. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on va faire un souper multiculturel et montrer que des Asiatiques, ça mange telle chose et puis que la nourriture caribéenne, c'est telle autre affaire? Est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va prendre des immigrants qui jouent des rôles extrêmement intéressants dans la ville et qui en deviennent en quelque sorte le héros?
Alors, ça m'intéressait aussi d'observer que des transformations depuis Québec 2008, le moment du 400e, les artistes, le rôle des artistes a été incroyable dans la ville pour commencer à transformer des mentalités, ouvrir à la surprise, quelle qu'elle soit, ouvrir à toutes sortes de différences et attirer les gens. Ça, on observe ça et c'est toujours en croissance. Donc, je me suis dit, jumelons les deux. Faisons en sorte que des artistes qui sont immigrants viennent occuper des écrans, viennent occuper aussi le rôle de vedette, on peut dire, de ces vidéos. Alors, c'est ce que j'ai pu faire. Et on a invité ici, on envoie les photos ici, donc 4 artistes immigrants, un sino-vietnamien, une personne vietnamienne et argentine, une autre brésilienne. Je ne fais pas les détails là, pour aller vraiment dans le gros des contenus, et quelqu'un qui nous vient d'Haïti. Chacun, qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, c'est de travailler avec un groupe qui n'était pas son groupe d'origine. Par exemple, une Brésilienne qui travaillerait avec des Brésiliens, mais plutôt avec des communautés sociales vulnérables. Par exemple, dans le cas de Georgia Volpe, qu'on voit en haut à gauche, alors cette personne travaillait avec des femmes immigrantes de toutes sortes de contextes, toutes sortes de milieux, et a créé au centre-ville des îlots de rencontres dans le contexte d'une installation majeure qui a attiré finalement énormément de gens. Ça a été un succès d'estime. On a filmé ça, on a filmé cette personne agissante finalement sur la question de la diversité, la question de la rencontre et la question de la mixité sociale. On a à droite une autre artiste qui elle, est du côté de la danse, a travaillé avec la Maison pour la danse, mais avec des artistes handicapés, un groupe qui s'appelle Kéroul et qui, c'est alors qu'on n'a pas le temps de voir les vidéos, a fait des choses absolument extraordinaires. Et c'est elle qui est la chorégraphe dans ce travail. C'est elle qui va à la rencontre des personnes en situation de handicap et qui fait un travail formidable. On a cet artiste haïtien qui, lui, travaille avec les jeunes de maison de jeunesse, jeunes musiciens du monde, travaille avec des jeunes de milieux précarisés, en situation de pauvreté, et travaille avec le rythme et trouve dans cet engagement un sens très fort, puisqu'il a un fils aussi. Il souhaite pour lui-même et pour les générations futures que les jeunes puissent prendre leur place dans la société. Et on a cet artiste sino-vietnamien, premier finissant en art visuel à l'Université Laval à la maîtrise il y a de nombreuses années, qui là est avec sa compagne, Marielle, et les deux ont fait un travail avec les personnes en situation de handicap, mais ici de handicap intellectuel, et font un travail de triangulation, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap font leur propre portrait. Marielle en a fait les bustes et ce que fait Chan, qui est un artiste extraordinaire, il en a fait les portraits. Et on a assisté à une exposition où ces 3 regards croisés se juxtaposaient en présence de tous les publics concernés, des participants. Ça a été absolument extraordinaire. Donc, 4 vidéos que vous pouvez retrouver sur la Fabrique culturelle si vous tapez créateur de liens, puisqu'on a nommé ces personnes créateurs de liens. Vous pouvez en voir tous les exemples en tapant créateur de liens et mon nom, et vous allez tomber sur les 4 vidéos en question. Dans cela, il y avait un peu moins de travail de recherche au sens plus strict qu'il y en a dans le projet Apparaître, dont je vais vous dire quelques mots, qui est un film que j'ai terminé avec Fanny Hénon-Lévy cette année, en 2021 plutôt. La COVID nous transforme un peu. Et ce film porte sur les ressources communautaires en santé mentale qui agissent, dans le fond, à partir de l'art, depuis l'art, pour favoriser le bien-être. Alors, ce qu'on a fait essentiellement, c'est le tour de nombreuses ressources qui se présentent comme telles, incluant à Montréal les impatients, mais on a fait ça à Montréal et à Québec. On a fait des ateliers, on a filmé hein, les gens, on a réfléchi beaucoup sur ce qu'on voyait. On a réfléchi aussi, ce sont des œuvres qu'on a pu visiter.
On a réfléchi aussi beaucoup sur le rôle de l'image et le rôle de la prise de parole. Pour des personnes en situation qui sont très vulnérabilisées et très stigmatisées par un diagnostic en lien avec la santé mentale, c'est extrêmement difficile. Et le rapport à l'image, c'est pas comme avec les jeunes qui se faisaient des selfies tout le temps, des 4 lieux où est-ce qu'on est allé. Là, ici, les gens peuvent prendre un pseudonyme, vouloir que seulement leur voix apparaisse, vouloir que seulement leurs œuvres apparaissent ou ne pas apparaître du tout. On a fait quand même ce travail de recherche auprès de tous les milieux concernés. On s'est avancé vers les ressources. On a travaillé profondément avec les personnes pour écouter les intervenants, écouter les personnes, aller dans des ateliers, filmer les ateliers, écouter des biographies. On a obtenu comme ça une 50aine d'heures de tournage et on a passé la COVID 2020 à faire du montage. Sans commentaire, mais aussi à n'en pleurer. Quand on faisait le montage, toujours avec des tas de questions. D'abord, c'était si beau tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on entendait, de sensibilité, de rapport à l'autre, de rapport au stigma, de rapport à être transformé par ce que l'on fait, hein, par les images que l'on veut bien de soi-même, par des images alternatives que l'on crée et qui ne sont pas celles qu'on vous dit de faire ou auxquelles on vous dit que vous appartenez. Alors ça a été absolument formidable. Et ceux qui savent, qu'au fond, en anthropologie visuelle, par exemple, on va critiquer toute cette question du découpage. On va vous dire, vous esthétisez la réalité, ou encore, on voit bien ce qu'on veut dans un film, les cadrages et tout ça. Mais quand on sait toute la critique qui a été faite depuis 20 ans de l'ethnographie, on sait très bien aussi que nous-mêmes, nous découpons nos textes. Nous-mêmes, nous découpons du réel. On jette de la donnée aussi. On finit par penser ceci est pertinent, ceci n'est pas pertinent, ceci est présentable, ceci n'est pas présentable. C'est ce qu'on fait aussi quand on fait le découpage d'un film et qu'on le fait aussi avec une tête de scientifique. Je ne trouve pas que ce soit si différent que ça. La différence, c'est le partage du sensible, pour parler comme Rancière, c'est sa capacité finalement à venir ensuite dans les milieux, comme on l'a fait, comme on continue de le faire, rencontrer les gens, revoir ces images, réaliser que ce qu'on était en train de faire nous-mêmes, sans l'avoir nommé, c'était un travail de reconnaissance, puisque à la fois nous étions en avant-plan à la reconnaissance des organismes, des lieux, des personnes et des œuvres, mais qu'en faisant le retour avec eux et par d'autres activités de médiation et de nouvelles activités de recherche financées par le CRSH, tout ça, là, pour vous dire à quel point c'est vraiment ancré dans une démarche anthropologique. Ce qui est formidable, c'est que le format de recherche et le format de médiation ainsi mariés et le format artistique organisé de façon très fluide nous donne des informations extraordinaires, mais aussi avec les personnes concernées, quelque chose de plus se passe que jamais, mais jamais un article va vous donner. Donc, ici, je viens de vous donner 2 exemples. C'est un film d'1 heure qui a été présenté dans différents cinémas, dans différents contextes. Si vous allez sur Facebook, encore une fois, vous tapez apparaître, c'est le titre du film, vous tapez mon nom, vous allez trouver au moins la bande-annonce. Et puis, le film, nous allons être bientôt, nous sommes distribués par Spirafilm, mais bientôt, il y aura la possibilité de le louer en quelque chose de description là, dans le truc quand on loue des films sur vidéo. Alors, installation. Là, je prends le risque de ma vie. Je vous présente la partie la plus ésotérique de ma personne. Donc, ici, en voici un exemple. Donc, j'ai organisé depuis 2019, commencé en 2018, 2 installations majeures, dont une sera présentée à Montréal très bientôt, les 1er et le 2 mai, à la galerie Hexagramme. Vous êtes bienvenus, c'est ouvert à tous, donc j'en profite pour le dire. La première a eu lieu dans un lieu bien spécial, c'est-à-dire le monastère des Augustines. J'aime beaucoup les lieux patrimoniaux parce qu'ils sont chaleureux.
ils sont accueillants très souvent pour les personnes quand on peut les avoir pour pas cher ou gratuitement. En général, j'essaie de les avoir gratuitement. Alors ici, bienveillante, c'était aussi dans la suite un petit peu des préoccupations pour l'accueil, pour l'hospitalité au sens de Derrida. C'était une préoccupation pour la rencontre et pour aussi l'interreconnaissance. La lune que vous voyez, j'en ai fait 28 comme ça. Et ces lunes ont été installées de la manière, je vais vous expliquer après tout le contexte, ont été installées sur une espèce de grand fil, hein, et il y en avait d'un côté comme de l'autre, donc il fallait faire le tour. Et l'espèce de filet que vous voyez devant chacune, dessous, il fallait soulever, hein, un petit voile pour lire de la poésie de mon cru. Tout tournait autour de l'accueil. Dans cette installation, il y avait aussi une table, hein, sur laquelle étaient déposés, dans le fond, de faux aliments, mais surtout des poésies écrites par des participants que j'avais invités à écrire sur l'accueil. Donc, ici, euh, parler de l'accueil, parler de l'accueil et aussi être accueilli, ce que représentait finalement cette tablée. Pour moi, accueillir, c'est souvent accueillir chez nous, c'est faire une petite fête, c'est avoir du monde autour de la table, c'est jaser et c'est aussi discuter. Hein. Et là, ici, la poésie faisait un petit peu œuvre de discussion. Là, vous voyez ici les gens qui faisaient ça. Et les 28 personnes que j'ai invitées, je les ai invitées à écrire sur l'accueil, sans consigne. Je ne vous dis pas ce que vous allez faire, je ne vous dis pas ce que vous allez, ce que c'est que l'accueil. Je ne vous dis pas, mais parlez-moi d'un moment où soit vous avez été accueilli ou vous-même, vous avez accueilli un moment fort. J'ai eu 28 récits que des invités ont écrits. Ces 28 récits-là ont été rédigés, je les ai reçus d'avance. J'en ai sélectionné 7. Et ce soir-là, on avait 7 récits qui étaient dits, pendant lesquels finalement jouait une vidéo créée par Alexandrine Boudreau-Fournier, que Bob et vous-même connaissez sans doute, grande anthropologue qui s'intéresse au son, qui est aussi vidéaste et avec qui j'ai des collaborations depuis des années, qui nous a fait pour ça une vidéo qui représentait, dans le fond, comme des migrants qui arrivent dans un nowhere, un lieu d'accueil la nuit, mais qui n'est pas un lieu d'accueil du tout, vous comprenez, avec des bruits comme de bateaux, des bruits d'endroits plus ou moins recommandables quand on arrive de manière illégale quelque part. Alors, on avait cette ambiance et les gens ont parlé finalement de l'accueil. Et ce qui était extraordinaire, c'était de pouvoir comprendre que cet accueil, il n'avait pas comme tel, il n'était pas nécessairement centré sur l'immigration. Il était centré sur toutes sortes de situations, incluant l'immigration. Quand on ne donne pas des consignes, les gens y vont sur leurs expériences. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais les uns et les autres s'écoutaient. Bien sûr, dans la salle, il y avait des personnes immigrantes. Bien sûr, dans la salle, bon, c'était bien plein. Là, on voit juste la partie avant. On voit derrière un peu de la vidéo d'Alexandrine. Mais c'était vraiment un événement immersif. Je vous passe beaucoup de détails. Il y en aurait beaucoup à dire. Je ne lis pas mon texte. Il y a trop de détails. Mais au moins, à savoir que ce travail de rassemblement a été absolument marquant pour les gens qui y ont participé et qui ont été heureux aussi et heureuses de voir leurs phrases liées à l'accueil se situer dans le plat de l'accueil sur la grande tablée inventée pour l'occasion. Donc, ça a été un travail, ça, vraiment à la fois de réflexion anthropologique sur l'hospitalité, sur l'accueil, sur l'immigration, sur se concentrer sur un groupe ou un autre, ou rassembler de manière mixte un peu tout ce monde-là. C'est ça que c'était. D'abord, un geste aussi citoyen par le biais de l'art et d'engagement comme anthropologue, puisque je pense que l'anthropologie, son travail, c'est aussi, c'est non seulement d'éclairer, hein, d'éclairer des situations en lien avec les blocages nombreux qu'on trouve dans la société maintenant, et c'est pas fini, mais c'est aussi de les débusquer. C'est aussi beaucoup de travailler la fibre des transformations, pas seulement par nos actions strictement scientifiques, mais informées par la science, d'amener du sensible dans le social et de créer des occasions de rencontre.
Alors ici, c'est un autre travail, c'est celui qui est en cours maintenant et que vous pourrez voir bientôt à Montréal sous un format qui est un peu différent de ce que vous voyez là. Donc ici, ça, c'était une publicité qui était à l'îlot des Palais parce que là, j'étais à Québec dans un autre lieu patrimonial. Donc, je poursuis ici. Donc, regardez comme c'est beau, dans des magnifiques voûtes. Et là, vous voyez un truc ici là, qui a l'air bizarre. C'est une table d'archéopoétique. Alors là, c'est pour les archéologues. J'espère qu'il y en a une couple qui écoute. Alors, vous avez ici, j'ai été accueillie en 2020 par les laboratoires d'archéologie à l'Université Laval parce que j'étais complètement engagée dans la fabrication de 1000 figurines. 1000 visages, 1000 visages, 1000 formules, formats de visages qui devaient me parler d'archéologie, d'archéopoétique, mais aussi des visages de l'humanité. D'une humanité que je trouve très imparfaite, d'une humanité un peu cassée, d'une humanité prétentieuse, d'une humanité qui connaît pourtant, d'une humanité incertaine, d'une humanité qui peut souffrir, de toutes sortes de façons de présenter l'humanité. J'étais en train de travailler sur la pluralité des mondes. À la fois, la question de la rencontre m'intéresse, mais aussi celle de la pluralité, la très grande pluralité du monde. Je n'ai pas parlé de diversité, je n'ai pas parlé de vivre ensemble, qui est un mot que j'utilise aussi quand même. Je n'ai pas parlé d'interculturel, pardonne-moi Bob pour l'instant. Je parle ici de pluralité des mondes. Et quand je dis pluralité des mondes, ce qui m'intéressait avec l'archéologie, c'est tout d'un coup des images de mes histoires à moi, de mes rencontres dans les musées, avec les cultures du monde et avec des objets archéologiques me sont remontées. Ouais, pourquoi? C'est comme ça, c'est l'imaginaire d'un scientifique. Ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on n'a plus d'imaginaire. On vit avec un imaginaire. Et mon imaginaire d'anthropologue, il est aussi peuplé de ces objets magnifiques qu'on trouve dans les musées ou qui sont rejetés des musées et qui nous parlent à la fois de la beauté, mais aussi de l'imperfection quand ils sont cassés, quand ils sont fêlés. Et quand on va dans des laboratoires d'archéologie, je me suis dit, quelle métaphore de l'humanité est extraordinaire. Voici nos poussières remontées à la surface. Voici nos poussières qu'on essaie de comprendre, de découvrir. Voici nos fragments et voici toutes nos imperfections. Voici aussi toutes les blessures du temps qui sont les nôtres. Alors, j'ai eu le goût de travailler l'idée de diversité avec cette métaphore, mais aussi avec ces matériaux, en fabriquant jour après jour, de manière méditative, des visages humains, mais des visages qui pourraient être des masques, des visages aussi qui sont plus ou moins complets, toutes sortes de formats, euh, et que j'appelle sans origine et sans âge. Ça veut dire ici sans attribut spécifique qui permet de dire voici, celle-ci appartient à tel groupe ethnique ou culturel, celle-ci viendrait de tel continent. Je mélange volontairement les genres, je défais une certaine version de l'identité figée. On est habitué en anthropologie, mais encore faut-il l'agir, encore faut-il le performer au sens de Schechner. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Et quand ce sera présenté, et donc au musée d'archéologie, où tout cela a été, on a connu un premier début de présentation, avec cet été dernier, avec la complicité des archéologues, qui ont accepté que je vienne faire des affaires folles comme ça chez eux, que je fasse une exposition dans un musée d'archéologie qui s'appelle Archéopoétique, et que j'interprète et réinterprète des objets scientifiques, des propos qu'ils m'ont tenus sur la beauté des objets, qu'ils m'ont tenus sur le geste, sur la connaissance, etc. Et de les prendre comme objet, un peu comme on le fait en anthropologie des sciences, mais en même temps, et j'ai fait des entretiens là aussi, j'ai fait de la recherche énormément sur l'archéologie et l'art contemporain. J'ai aussi continué à réfléchir sur l'idée de pluralité sur laquelle on pourra discuter puisque ça a l'air que mon temps est terminé et que je vais arriver à peu près dans ce qu'on m'a octroyé comme temps.
Donc, je continue à réfléchir sur l'idée de pluralité, d'approfondir cela et de me dire, comme scientifique, voici encore un autre format de recherche qui allie la recherche sociale, les préoccupations profondes de l'anthropologie, la philosophie et les philosophies en lien avec le pluralisme, l'acte artistique, l'action dans la cité, puisque ce qu'on va voir à Montréal, on va voir le déploiement pour la première fois des 1000 figurines. Ils ne seront pas présentées ailleurs, ils n'ont pas été présentées ailleurs. Et je prévois même une sorte de méditation collective autour du devenir de l'humanité. J'agis comme anthropologue, j'agis comme artiste, la chercheure est là, l'artiste est là. J'espère que cette présentation vous a inspiré et que vous en retiendrez qu'il n'y a pas qu'un seul format pour faire les choses, mais plusieurs, et que l'entrelacement des formats peut donner quelques résultats. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Francine, pour ce tour d'horizon fascinant d'une carrière et puis d'une pratique à la fois anthropologique et artistique. Ça me donne l'impression d'être, je ne sais pas si je dirais que c'est un univers parallèle de l'anthropologie ou si c'est plutôt une forme de réfraction des pratiques anthropologiques. Je pense beaucoup à la réfraction ce temps-ci parce que je suis en train de lire une thèse de doctorat qui parle de l'approche systémique. Je voulais commencer avec un commentaire et puis une question. Un commentaire, ça me rappelle l'énoncé que tu nous proposes avec ta présentation, me ramène à une expérience que je vis souvent avec nos étudiants en anthropologie. En fait, plus précisément, c'est une question que nos étudiants nous posent souvent depuis que j'ai commencé à enseigner et jusqu'à maintenant. À un moment donné, dans chaque cours, il y a une question qui va se lever la main et un étudiant ou étudiante qui va se lever la main, qui va lever la main et puis me poser la question, est-ce qu'il faut être engagé pour être anthropologue? Et c'est une question qui me résonne beaucoup dans l'esprit. J'adore cette question-là. En même temps, ça vient d'une sorte de, je sais pas, une sorte de intention éthique engagée qui occupe beaucoup d'anthropologues. En même temps, il y a beaucoup de naïveté dans la question parce que, et c'est pour ça que je l'aime aussi, c'est parce que on sait qu'il n'y a pas une façon de faire l'anthropologie, il y a plusieurs façons. Mais pour répondre à cette question-là, je suis toujours un peu déchiré parce que à la base, l'anthropologie, c'est une discipline activiste. Dans ses tout débuts, c'était une discipline qui visait à documenter la complexité humaine avec l'objectif de combattre l'ethnocentrisme et le racisme de l'époque. Donc, c'est une discipline activiste à la base. Mais en même temps, j'aimerais pas que les étudiants qui passent par l'anthropologie quittent le département ou quittent une expérience d'enseignement avec l'idée que s'ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas anthropologues. Donc, ma réponse est toujours, non. Je dis non. Vous n'êtes pas obligé d'être engagé, d'être activiste, d'être militant dans une pratique anthropologique. L'anthropologie, historiquement, c'est une pratique activiste ou engagée, mais c'est tout à fait possible d'être un activiste scientifique ou d'être quelqu'un qui n'est pas engagé en dehors du milieu académique. Et c'est valable parce que l'anthropologie a besoin de ça aussi. Donc, la question que j'aimerais te poser par rapport à ça, parce que tu nous proposes une autre démarche, là, qui est celui de l'artiste, qui mobilise certaines... Plus ou moins. J'aimerais savoir si tu peux nous aider à identifier quelle est la démarche que tu proposes. Est-ce que c'est une démarche de reconnaissance? Est-ce que c'est une démarche de médiation? Est-ce que c'est une démarche du sensible, accompagnement par le sensible, comme tu as dit? Ou est-ce que c'est simplement l'ethnologue? Est-ce que c'est simplement l'ethnographie et l'ethnologue? Est-ce que tu peux nous
circonscrire un peu. Bon, vous savez ce que je vous ai livré, c'est une partie d'un livre que je suis en train de terminer autour de ma biographie intellectuelle. Et j'ai senti le besoin, dans le dernier chapitre, de m'expliquer au sujet d'une série d'actions que je fais depuis au moins 5 ans maintenant, mais qui ont une amorce dans des projets de recherche. Et il faut aussi reconnaître, peut-être sauf archéopoétique le dernier, mais ça viendra peut-être, que ce sont tous des projets financés par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Il ne faut pas oublier ça, qu'il y a une reconnaissance de ça et que c'est juste pour rassurer le professeur, qui est Bob, et que j'ai été récemment quand même largement récompensée pour cela, pour l'originalité de la démarche que je propose. Ceci dit, je ne pense pas que ce que je viens de dire là, c'est la seule façon de faire. Loin de là, en anthropologie. Autour de la question de l'engagement, oui, la discipline est engagée au point de départ. On peut être plus ou moins engagé tout au long d'une vie. Moi, j'ai eu des bouts où est-ce que je pouvais avoir l'air de faire vraiment de l'anthropologie tellement classique avec des textes très, très classiques qui sont un peu endormants parfois, n'est-ce pas? Mais j'ai fait ça comme tout le monde. Mais en même temps, j'ai réfléchi parce que combien de fois nous faisons du travail très scientifique et la portée de ça reste bien limitée. Mon engagement, il est là. Il est sur la portée du discours anthropologique, la portée du bien fondé de l'anthropologie. Si l'anthropologie, c'est pas là pour la reconnaissance des diversités, des altérités, des pluralités, elle doit faire autre chose dans la vie. Donc, moi, le travail activiste, il est transversal. Il est presque pour l'anthropologie, en fait, si je veux le dire comme ça. Donc, j'agis comme anthropologue avec toute mon identité pour faire apparaître cette posture-là, en plus de celle que j'ai comme éditrice d'un dictionnaire d'anthropologie, quand même, ça doit être assez classique, ça doit être assez sérieux, comme personne qui continue de faire du terrain. Et par contre, dans les formats que je viens d'exposer, si j'avais lu le texte, vous auriez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails là-dessus, comment finalement s'imbrique le travail de recherche, le travail de médiation et le travail artistique, selon différents formats, parce que pour chaque projet que j'ai présenté, l'art, c'est le médium sensible qui permet d'agir dans tout ça. C'est un continuum. La médiation, c'est beaucoup la rencontre des publics, la rencontre des participants, une rencontre aussi qui n'est pas hiérarchique, qui est la plus égalitaire possible. Donc, c'est aussi, bien sûr, la rigueur de la démarche. Les questions qu'on se pose, par exemple, quand on édite des textes puis qu'on pense aux questions éthiques, on fait exactement la même chose quand on traite des images. On se dit, là, ça a-tu du bon sens de montrer ça? C'est les mêmes préoccupations, comme anthropologue, j'entends. Je ne parle pas de l'artiste, mais au niveau de l'anthropologie. C'est ma façon de répondre à ça. Et je pense que ça peut varier aussi selon les projets, selon les moments de la vie d'une personne, son besoin d'être plus en retrait. Ça peut arriver dans un même projet, puis à un moment donné, d'être très, très actif. Alors là, ici, je parle d'un format qui permet de comprendre ce que j'appelle la fluidité des pratiques entre la conception d'un projet et la diffusion at large, mais aussi des projets qui touchent strictement la médiation et qui mettent l'anthropologie dans la cité, un peu comme une forme d'anthropologie publique. Ouais. S'il y a une chose que j'ai appris de mes amis artistes à Kinshasa, au Congo, c'est qu'être artiste, c'est être chercheur. Ils considèrent que les meilleurs artistes, c'est ceux qui font de la recherche symbolique, historique, rhétorique, ainsi de suite. Et donc, il y a quand même beaucoup de liens à faire entre nous et les autres. Je vois dans le chat, il y a une question qui vient de notre co-animatrice, Catherine Bradette. Catherine, si tu acceptes, je te proposerais de poser ta question toi-même, ou je peux le lire si tu préfères, c'est comme tu veux. Ah, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour, Madame Saillant, ça va bien? Bonjour, ça va bien, ça va très bien. Oui, en fait, Bob a posé pratiquement
la question, mais je vais quand même, moi, le formuler dans mes mots puisque je suis une étudiante. Donc, j'ai trouvé que votre conférence était vraiment éloquente et inspirante. Et je me posais la question dans la mesure où les droits renvoient aux réalités, aux enjeux et aux besoins spécifiques. Est-ce que vous croyez que la participation sociale et l'engagement social sont des pistes de solutions pour réduire les discriminations et les préjugés à l'égard des personnes issues de l'immigration et ou des personnes à risque d'exclusion? Ben, c'est certain. C'est presque, c'est une vérité, on n'a pas dire de la palisse, mais c'est comme une condition nécessaire. Ceci dit, dans tous les projets que j'ai proposés, dont je vous ai parlé, il est question de ça, puisque ce sont tous des projets participatifs, des projets inclusifs, au sens où on en parle maintenant, des projets qui renvoient à une certaine mixité sociale, à des degrés divers, et l'art ou des différents moyens artistiques aident à cette chose-là parce que entre faire un entretien qu'on va normal, qu'on fait tout le long d'une recherche, on ne fait pas que des entretiens, mais entre ça et puis des actions de médiation participative, etc., qui génèrent des contenus, c'est pas qu'on théâtralise le terrain, mais c'est qu'on constitue finalement des terrains qui sont de plus en plus acceptables selon moi. Pourquoi ils sont acceptables? Parce que la réalité sociale maintenant nous dépasse, nous tous là. Les frontières d'un terrain, qu'est-ce que c'est? Avec l'Internet, avec toute l'idée de globalisation, de multisites, etc. Qu'est-ce que c'est avec disons, les différentes sortes, la tendance à travailler avec toutes sortes de médias intégrés. On ne peut plus penser le terrain. Ça fait longtemps qu'on dit ça, mais encore plus maintenant, à une ère où on est en train d'assister, comme on n'a jamais vu ça, à la guerre en direct. Ça, là, c'est hors de l'entendement. On la voit pour vrai. À l'Irak, on voyait plus ou moins. Il y avait des scuds, des trucs verts qui vous arrivaient dans l'écran. Là, c'est direct. On voit ça. Et ça me pose, moi, des questions sur qu'est-ce qui arrive justement à ces frontières, pleines de frontières en même temps, pleines de barrières. Alors, je crois que la participation, je m'éloigne un peu, la participation est un ingrédient majeur d'une certaine amélioration des choses avec nos participants, avec les gens avec qui on travaille, au moins là où on est capable d'agir, parce qu'on ne peut pas agir partout. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Francine, je vais voir s'il y a d'autres questions dans le chat en attendant. J'aimerais savoir comment ton identité d'anthropologue joue dans ces différentes situations de rencontre avec des artistes, avec des publics autres. Est-ce que tu te présentes comme ethnologue? Est-ce que les gens savent que tu es anthropologue? Est-ce qu'ils savent c'est quoi? Là, ça peut arriver qu'ils savent un peu moins, mais on finisse par en savoir quelque chose, parce que c'est jamais des rencontres si rapides. On a le temps de se parler. Mais je me présente comme anthropologue et aussi comme artiste ou documentariste, selon le rôle que je joue, ou commissaire. En fait, je joue plusieurs rôles selon les projets. Je peux être commissaire d'exposition, je peux être moi-même agir comme artiste, comme dans les 2 derniers projets. Alors, mais c'est toujours dit, et en plus, maintenant que j'écris sur toute ma démarche depuis 40 ans, je me rends compte à quel point tout cela et la façon de réfléchir sur la pluralité, elle est indéniablement anthropologique. Il n'y a rien à faire avec moi. Je suis d'abord et avant tout une anthropologue qui utilise l'art, le terrain de l'art, à ce moment-ci, comme j'ai utilisé le terrain des droits, comme j'ai utilisé le terrain de la santé, comme j'ai utilisé le terrain des soins, qui n'est pas la santé, pour réfléchir sur les altérités. Alors, l'art, c'est un autre moyen. Et en parenthèse,
comme anthropologue, quand je réfléchis sur l'art en soi, je ne le fais pas comme quelqu'un qui fait de l'anthropologie de l'art. Non. Je le fais comme quelqu'un qui prend l'art comme une autre source de variation des diversités et de l'expression des altérités et même plus de ce que j'appelle autrement la diversité profonde. Hein, j'essaye de finir par rendre compte de ces idées-là là, maintenant, mais parce que, et là je vais revenir sur l'archéologie tout à l'heure, dans ce texte auquel vous n'avez pas eu droit, il est question, je parle de la diversité du déçu et la diversité du dessous, et la diversité aussi des subjectivités. Le déçu, c'est ce qu'on voit. Hein? C'est peut-être une description de la culture assez objectivante. Hein? Là, je vais exagérer un peu, comme on le faisait au tout début de l'anthropologie avec le rameau d'or et puis ce genre de publication. Et puis, la diversité du dessous, c'est un peu la métaphore de l'archéologie. Hein? L'archéologie, quand on marche sur le sol, on ne sait pas sur quoi on marche, mais on marche sur des mondes qu'on ne connaît pas. En dessous de nos tuyaux, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a. Hein, on ne le saura jamais. Ou si on le sait, c'est parce qu'il va se faire une découverte incroyable. Mais on est toujours, quelqu'un me disait un jour, on marche sur la poussière des mondes. Et j'adore cette expression. Et de penser que, l'anthropologue Tim Ingold parlait comme ça des marches du Mont Saint-Michel en disant, ces marches se transforment constamment sous les pieds des gens qui vont les user et les transformer par leurs actions sur le sol. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça, cette idée que sous nos pieds se cachent des mondes insoupçonnés pour parler de l'invisibilité, des mondes sociaux, culturels qu'on ne voit pas. Il y a les spiritualités, bien sûr, qui nous parlent de ça, mais les spiritualités sont bien marquées. Si on va vraiment dans ce que j'appelle la diversité tout azimut, hein, la pluralité des mondes, je crois que ces relations entre la surface et l'en dessous hein, des mondes entre aussi, et cette rencontre avec la question des subjectivités et des mondes intérieurs dans lesquels nous sommes tous faits de couches multiples. Hein? Certains ont parlé de nos identités. Moi, j'aime bien parler des couches comme si on était une sorte de millefeuille dans lesquelles finalement tous nos morceaux de vie hein, s'entrelacent et se rencontrent. Les représentations, la manière dont on ressent les interactions, la manière dont on ressent le travail de rencontre avec l'autre que nous faisons constamment comme anthropologue, qu'on soit en exercice ou dans un party, puisqu'on ne part pas comme ça de notre identité, on ne la met pas facilement de côté. On pourrait dire que c'est peut-être un élément qui traverse toute l'anthropologie, toute la discipline, toutes les sous-disciplines, cette capacité que les anthropologues ont de rendre visibles des choses qui sont implicites ou invisibles. Exact. Et on voit ça beaucoup dans le travail, je dirais, créatif des artistes. Et toi, tu navigues entre ces deux mondes-là, c'est fascinant. J'allais te poser une question sur la distinction entre diversité et pluralité, mais on va garder ça pour une autre journée parce qu'on a juste quelques minutes qui nous restent. Et il y a une dernière question que je voulais ramener du chat, question très intéressante qui vient de Sabrina Lessard. Bonjour Sabrina. Merci pour votre présentation, c'est inspirant. Comment peut-on intégrer l'art à notre pratique? Ou qu'est-ce qui amène l'anthropologue à inclure l'art dans la pratique anthropologique? Ben, je pense que la plupart des anthropologues qui font ça, hein, qui s'engagent dans cette voie, qui en est une parmi d'autres, j'insiste, là, c'est pas normatif du tout, là, cette conférence, c'est qu'ils ont eux-mêmes un peu de formation, ils vont en chercher, soit dans la vidéo, soit ils ont une sensibilité à ça, soit ils ont aussi une formation en art. Bon, une personne avec qui je collabore beaucoup, qui est Sarah Bourdage, qui a fait avec nous l'exposition
les villes d'à côté dont je vous ai parlé. C'est quelqu'un qui a aussi une formation en art. C'est quelqu'un qui est en anthropologie visuelle. Donc, elle est très, très à l'aise. Donc, elle a introduit dans son terrain, elle va soutenir sa thèse dans un mois, là, elle a introduit dans son terrain des méthodes artistiques. Mais c'est une thèse normale. C'est un en plus, hein, je dirais. Ça a été un moyen, un peu dans le sens de ce que je suis en train de décrire, hein, qui a été une thèse dans laquelle elle a fait usage de médiation, d'images de films, d'images partagées. Son terrain se prolongeait ici au Québec, utiliser tous les moyens utiles. Mais pour répondre à la question, c'est ça. C'est ce qui amène ça aussi. Ça peut être un besoin de développer d'autres langages, en particulier pour le partage à deux niveaux. Celui de la traduction des contenus, de contenus très sensibles. Combien de fois on peut écrire un texte avec des contenus très forts, puis la mise à plat du texte, hein, dont parlait Benjamin, ce que fait l'écriture à la vie, elle la met à plat. Ce que fait l'art, il vient créer du relief, il vient créer de la profondeur, si on est dans le pictural, et il vient aussi donner du sensible. Est-ce que toutes les formes d'art s'y prêtent? Peut-être pas. Hein? C'est toutes sortes de réflexions à avoir. Là, je ne suis pas sûre que l'entertainment fait partie de ce qu'on est en train de se dire. C'est pas ça. Alors, je crois que c'est ça, le besoin aussi de traduire des contenus sensibles et le besoin de partager avec nos participants et avec des publics élargis. Sensibilisation. Comme ça fait quand même quelques années que je donne là-dedans, j'ai quand même fait beaucoup de films depuis le début des années 2000 et c'est incroyable la différence que crée l'image par rapport au texte et ça ne m'a pas empêché, hein, je ne veux pas que Bob pense que je suis en train de dire aux étudiants arrêtez de faire des textes, pas ça, c'est travailler 2 fois plus. Merci beaucoup, Francine. Tu me rappelles que la base de la posture anthropologique, c'est une posture de herméneutique. Donc, c'est lui qui interprète et comme un artiste. Alors, merci beaucoup pour ta conférence. Je vois que Marie se rejoint à nouveau. Donc, son visage me rappelle que le temps est terminé. Marie, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Mais merci, Madame Saillant, pour cette conférence vraiment très inspirante. Et vraiment, je vous remercie au nom de tout le comité organisateur du CADA. Ça a été vraiment fascinant. Et je sais que mes collègues archéologues ont aussi été très ravis d'entendre aussi quelques petites notes à ce propos. Donc, merci encore. Merci, Bob, d'avoir accepté notre invitation d'animer ce bloc. Merci à tous et à toutes de vous être connectés. Et puis, je vous invite à vous reconnecter demain matin à 9 h pour le dernier jour de notre colloque. Donc, demain matin, sur le thème femmes et parentalité dans un cadre globalisé. Et demain après-midi à 13 h, perspective et représentation autochtone. Merci à tous et à toutes. Et puis, une bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. À bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir.